Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mais si vous nous suivez, vous connaissez évidemment cet acronyme, 30 minutes pour chaque jour décortiquer l'actualité, donner la parole à celles et ceux qui s'engagent pour réinventer notre économie, pour l'adapter à l'urgence environnementale et à ses conséquences sociales, sociétales. Voici notre premier sommaire de la saison. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Veil, le coprésident de l'association Bleu, Blanc, Cœur. Son objectif, c'est de promouvoir, ça fait une vingtaine d'années que le label existe, une agriculture responsable et durable, démarche qui vient d'être validée par une étude menée par Greenpeace et WWF. Notre débat, il portera sur l'impact de la climatisation, notamment dans nos villes. Ça va peut-être faire rager tous ceux qui ont eu un été pourri, mais bref, un ménage sur 4 équipé aujourd'hui contre 14% il y a 5 ans. Est-ce que c'est possible d'inventer, d'utiliser une clim durable? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on continuera d'ailleurs toute cette saison à donner la parole à des startups. Aujourd'hui, c'est Daily Corner qui propose aux entreprises un service de cafétéria bio et local. Voilà pour les titres. Heureux de vous retrouver. C'est parti pour Smart Impact. Notre invité, c'est donc Pierre Veil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le coprésident, je le disais, de l'association Bleu, Blanc, Cœur, ingénieur agronome, titulaire de la chaire Aliments et Bien Manger à l'université de Rennes, auteur de plusieurs livres justement sur cette notion de bien manger. Bleu, Blanc, Cœur, c'était il y a plus de 20 ans, c'est ça, fondé en 2000. C'est quoi l'idée de départ, tiens ? Je vais vous faire ma vie, mon œuvre pour raconter ça. Moi, en fait, en 92, j'ai créé une entreprise de nutrition animale. On était 6. Et l'objectif à l'époque, c'était de se passer du soja et de réintroduire des légumineuses, du pois, de la févrole, des protéines métropolitaines pour rompre avec ce système où nous, on produit les céréales et puis le soja arrive du Brésil ou des États-Unis. C'était un peu compliqué. Et puis de fil en aiguille, comme nos clients, c'était des éleveurs, il fallait prouver que ça avait un intérêt. Donc un intérêt au niveau des sols, de la rotation des cultures, ça c'était acquis au plan agronomique. Et puis on a fait quelques études, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais petit à petit on s'est aperçu que remplacer le soja par ce mélange de légumineuses et de graines de lin, ça avait un impact sur la santé, la fertilité des vaches. Donc tout ça c'était des graines qu'on cultivait avant que le soja remplace tout ça. Et puis en analysant une étude sur des vaches qui fécondaient mieux, il y a une fille de l'INRA qui m'a dit peut-être que c'est parce que dans le lin, il y a les mêmes graisses que dans l'herbe, qu'on appelle des oméga 3, c'est peut-être ça. Donc on s'est intéressé à ça, on s'est intéressé à la qualité nutritionnelle des produits. Ouais. Et puis, donc c'est toujours dans mon entreprise qui s'appelle Valorex. Et puis, donc je suis retraité maintenant, mais en 99, on a monté une étude clinique avec l'INRAE et le centre hospitalier. C'était la première fois que ça se faisait. On a pris 2 groupes de personnes, 2 groupes de volontaires. Ils mangeaient tous autant d'œufs, de beurre, de viande, etc. Mais les animaux ne mangeaient pas pareil. Dans un groupe, ils mangeaient le maïs et le soja qui constituent l'essentiel des rations animales. Et dans l'autre groupe, ils mangeaient ces mélanges de protéagineux et de graines de lin. Et au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang, du sérum. Et au bout de 35 jours, on avait changé la composition des globules rouges, donc des phospholipides. Donc chez ceux qui consommaient ces produits, on est bien d'accord. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité. Tout le monde était surpris, y compris les spécialistes de l'INSERM. On était très surpris parce qu'on n'avait jamais fait ça, mais on avait mesuré l'impact de la chaîne alimentaire, de ce que mangeaient les animaux, de ce qu'il y avait dans les champs. Avant nous, on va dire la nutrition, c'était mange plus de ceci, moins de cela. Maintenant, c'est regarde comment les animaux, comment les sols sont nourris. Donc, après cette première étape, la fondation de l'association, c'est quoi ? Quel est l'objectif ? C'est d'aller plus loin, de démocratiser des produits ? C'était quoi votre objectif ? Alors, l'objectif, c'était, on touchait quelque chose, on était 3. Il y avait ce scientifique, biochimiste, ce médecin, chef de service diabéto, nutrition, et moi, et on avait tous des visions différentes, des angles de vue différentes, mais on touchait quelque chose de fort, parce que d'abord en santé publique, parce qu'il s'agissait, les gens les plus touchés par les maladies de civilisation sont les moins sensibles aux conseils nutritionnels, donc là on changeait la façon de produire les aliments, pas la façon de se nourrir, donc c'était fort.
Pour le biochimiste, c'était très fort, et pour moi, c'était très fort sur le plan de l'environnement, parce que ça permettait de remettre en cause des systèmes et de créer une espèce d'agriculture à vocation santé. Et ça, je ne pouvais pas le faire dans le cadre d'une entreprise, c'était trop compliqué. Et donc, on a créé une association à tous les trois. C'est pour ça qu'il y a 3 coprésidents aujourd'hui. Euh, et on a créé l'association au mois d'août 2000 à l'École de la santé publique de Rennes, donc c'était tout un symbole. Et dans la foulée, donc on a publié l'étude clinique en 2002, et on a publié une étude qui était faite sur des chèvres, où on mesurait aussi ce que les chèvres dégageaient comme méthane, donc comme gaz à effet de serre, en fonction de ce que mangeaient les animaux. Donc le lien entre la façon dont je produis dans les sols, la façon dont mangent les animaux, le choix de l'éleveur autant que le choix du mangeur, et l'impact sur la santé des hommes et sur la santé de la planète, il fallait faire le lien. C'est quoi aujourd'hui? C'est un label? C'est des produits estampillés bleu blanc cœur? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire label, parce que les labels appartiennent à l'État et nous, on n'appartient pas à l'État. C'est une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui est très intéressante dans sa gouvernance. Je raconte l'histoire, on avait 0 moyen pour démarrer. Et créer une chaîne alimentaire depuis le producteur de luzerne, de lin, d'herbe, jusqu'aux mangeurs, en passant par tous les transformateurs, les distributeurs, c'était compliqué. Et donc on a eu l'idée de créer cette association avec 7 collèges. La gouvernance, la définition des obligations de moyens. Si un produit bleu blanc cœur est différent analytiquement. Un œuf bleu blanc cœur, c'est un œuf qui fait biochimiquement, qui a un rapport oméga 6, oméga 3 de 4, quand un œuf autre, il fait 30 ou 20. Mais c'est aussi un œuf qui a un coût carbone de 20% inférieur à un œuf standard. Ça se mesure. Ouais. Et ces définitions-là, elles sont produites par une gouvernance où il y a à la fois des acteurs de l'économie, un gros pilier de scientifiques, il y a le président de l'INRA qui désigne quelqu'un qui siège au conseil d'administration, mais aussi ce 3e pilier qui est très fort, celui qu'on appelle les communautés. Donc il y a 3000 médecins, il y a 7000 paysans, il y a 500 chefs et métiers de bouche qui s'intéressent à ça. Et il y a 14 000, moi j'aime pas dire consommateurs, les mangeurs, parce que on incorpore ses aliments, on n'incorpore pas son téléphone portable. Et en mangeant, on incorpore aussi de la biodiversité, du climat, de la santé animale, etc. Ouais. Et donc, on l'a vu effectivement, 7000 agriculteurs partenaires. Donc, vous dites près de 3000 médecins aujourd'hui, c'est le dernier chiffre. L'actualité pour votre association, c'est cette étude qui a été menée par WWF et Greenpeace, pas seulement sur bleu blanc cœur d'ailleurs, qui était testé en quelque sorte par ces deux... Non, nous, on discutait avec eux avant. Et en fait, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on met le mot durabilité à un peu toutes les sauces. Et puis moi, je le vois dans mes titres tous les jours, je me dis, il faut que je trouve autre chose, mais c'est vrai que tout le monde le met aussi dans ses pubs. Et ça, oui, ça peut être un souci. Des fois, c'est un peu agaçant. Oui. Mais même des gens qui font bien les choses, qui ne font pas du greenwashing, il y en a qui vont s'intéresser beaucoup au climat, il y en a qui vont s'intéresser aux pesticides, il y en a qui vont s'intéresser à la biodiversité. Et quand on vous dit, c'est simple, il suffit de manger bio et local, c'est évidemment plus compliqué que ça. S'occuper à la fois du climat et de la santé. Donc nous, je vous racontais les 2 études fondatrices. C'était le climat et la santé. On est sans doute un peu moins fort sur d'autres critères. Et donc ces 2 ONG ont demandé à un cabinet d'études de regarder 14 facteurs d'impact. Alors, il y a la biodiversité, il y a les pesticides, il y a la santé, il y a le climat, mais il y a aussi la santé animale, la qualité de l'eau. Enfin, il y a 14 impacts différents qui recouvrent un petit peu, et toutes 15 démarches, donc tous les signes publics, plus un certain nombre de signes collectifs, voire privés. Nous, on est un signe collectif, une association, mais il y a aussi des marques privées, comme C'est qui le patron, des gens comme ça, qui ont été testés et qui ont pas des notes, mais des impacts mesurés sur les différents critères. Ouais, donc sur ces 14, on va dire, dimensions du développement durable, on peut dire ça comme ça. Et donc vous avez une bonne note sur quoi, quasiment la totalité des critères, c'est Mon ça? papa sera content quand je ramènerai une bonne note. 13 sur 4. Alors, une bonne note. On améliore les choses. On améliore beaucoup les choses sur la santé des hommes et sur le climat, puisque c'est nos... Mais du fait de notre gouvernance originale, là où les consommateurs parlent aux paysans, qui parlent aux vétos, qui parlent aux médecins, ça m'amuse de voir qu'on améliore à des niveaux divers, mais on améliore 13 facteurs d'impact sur 14. Et c'était pas notre idée au départ. Au départ, on était très santé. Moi, il y a 14 ans, je le dis honnêtement, quand les gens me disaient, les consommateurs, il faudrait que les œufs bleu blanc cœur soient des œufs plein air, je les regardais en disant,
Ce qui est important, c'est ce que mange la poule, c'est pas l'endroit où elle pond. Et puis petit à petit, on a intégré des critères comme ça, on en a intégré d'autres. Le fil conducteur de tout ça, ça reste le carbone. Ça reste le carbone. Moi, je fais une thèse en ce moment là-dessus, qui reprend une thèse en VAE, qui reprend toutes les publics que j'ai fait. Où on a fait 8 études cliniques, mais on a fait aussi des analyses de cycle de vie, on a fait des bilans carbone, on a fait de la santé animale. Et regrouper tout ça, plus ça va, plus je me rends compte que le carbone, la mesure du carbone, tel que le fait les gens du GIEC, que ce soit les différents gaz à effet de serre, plus on stocke de carbone dans les sols, plus il y a de prairies, plus il y a de carbone dans les sols, ça impacte ce que mange la vache, et va émettre moins de méthane, qui est un gaz à effet de serre, etc. Et que ce carbone, ça peut être aussi une espèce de devise commune, devise, je ne sais pas quel mot employer, à ces 14 critères de durabilité qui vont du climat, bien sûr, à la santé humaine, mais en passant par plein d'autres impacts intermédiaires. Cet été a été marqué, notamment, vous parliez du GIEC par ce rapport ou ce pré-rapport. On va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus de 30 secondes. Ouais, ça passe toujours trop vite, mais vous reviendrez. Vous êtes dans quel état d'esprit, tiens, après 20 ans ou même plus de ce combat ? Écoutez, j'ai le mot Smart Impact. Je ne sais pas exactement comment le traduire, mais on vient de Bretagne où on parle des faisous et des disous. Les disous, c'est ceux qui causent, les faisous, c'est ceux qui font. Oui. Je pense que sur le climat, on est résolument optimiste, à condition qu'on donne la parole et qu'on mette en avant ceux qui font. On ne fait pas énormément de choses. L'an dernier, l'ensemble des productions Bleu-Blanc-Cœur, sur la base de méthodologie officielle, c'est 150 000 tonnes de CO2 émis en moins par rapport à ce qui se faisait avant. C'est pas mal. Si on est 10, 100, 2000 à le faire, on va y arriver. Il y a des gaz à effet de serre sur lesquels on a un levier fort sur le climat et la température. Il faut se mettre en mouvement. Je pense que le temps n'est plus à faire peur aux gens ou à les alerter. Il faut bouger, il faut agir. Et on est assez content d'agir. Et on va continuer ici de mettre en avant les faisous, ceux qui font. Merci beaucoup. Merci Pierre Veille. À bientôt. Merci. On passe à notre débat tout de suite. On va parler climatisation. Est-ce qu'on peut inventer une climatisation ? Je vais employer le terme durable. Ok. Vous avez peut-être, sans doute, pesté cet été contre la météo maussade, espéré flirter avec les 30 quand le mercure était désespérément sous ou autour des 20, mais ça ne nous empêche pas, cet été particulier, de poser une question centrale, une question pour aujourd'hui et pour l'avenir, celle de l'impact de la climatisation, notamment dans nos villes. C'est le thème de notre débat avec mes invités. Pierre-Louis Brenac, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associé chez SIA Partners, cabinet de conseil en stratégie, management. Notamment, vous conseillez beaucoup d'entreprises sur ce virage, sur cette transition écologique dont on parle dans Smart Impact tous les jours. Vous êtes en charge de l'énergie et de l'industrie chez SIA Partners. Et puis avec nous en visioconférence, Pascal Roger, qui est le président de la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement. Bonjour Pascal Roger, bienvenue à vous aussi. On peut peut-être commencer par le constat déjà, le constat de l'équipement, Pascal Roger, des Français. Les Français sont de plus en plus équipés en climatisation, je vais employer ce terme le plus générique. Absolument. Alors en fait, il faut d'ailleurs parler dans le terme climatisation, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet confort qui vient spontanément à l'esprit de beaucoup, mais en fait c'est également un sujet de process et de fonctionnement des immeubles. Aujourd'hui, il y a une croissance forte de demande en matière de froid, notamment donc liée à une meilleure isolation des bâtiments, liée à une augmentation des process, notamment informatiques, qui produisent de la chaleur qui doit donc être évacuée, et puis également donc un besoin de confort qui va accroître à la fois pour des raisons de souhait des clients, mais également du fait du réchauffement climatique. Et donc effectivement, donc aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle les experts pensent que la consommation de froid, qui est encore relativement faible en France, devrait être multipliée par 2 ou par 3 dans les prochaines années. Et donc la question se pose effectivement de dire comment peut-on gérer durablement ce process, et c'est peut-être ce point sur lequel on va pouvoir échanger tout à l'heure. On va évidemment débattre autour de ça. Selon l'ADEME, 25% des ménages français équipés en climatisation en 2020, c'était 14% seulement en 2016, et les entreprises aussi s'équipent de plus en plus. Pierre-Louis Brenac, cette notion de climatisation, est-ce que dans une entreprise, c'est devenu parce que c'était un enjeu de confort
le bien-être des salariés et uniquement ça. Maintenant, il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont liés à ce thème. Comme M. Roger l'a dit, il y a aussi des process industriels, bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui est conservation des aliments, tout ce qui est confort aussi dans les hôpitaux. On le voit à chaque fois qu'il y a une canicule. On le voit aussi, et on pourra se poser la question, si on a des nouveaux confinements, est-ce que les ménages vont s'équiper de clim chez eux si on a un confinement l'été, par exemple, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, mais les entreprises pourraient avoir moins besoin de clim parce que les bureaux seraient moins pleins qu'autrefois. Par contre, on peut avoir un nouvel usage qui serait de plus en plus de clim domestique pour ces personnes qui travaillent de chez eux, télétravail. Donc on a des usages en plein bouleversement. Je voulais aussi ajouter un point un peu plus général, c'est qu'il y a aussi le sujet du rafraîchissement des villes. Ça, c'est un sujet qui est en ce moment très prégnant et les villes se demandent comment rafraîchir l'ambiance, y compris dans les espaces publics, dans les rues. Donc là, ce n'est pas des solutions qui consomment de l'énergie, heureusement, plutôt des solutions statiques. Ça veut dire, par exemple, plus d'ombrage, plus de zones arborées. Éventuellement l'utilisation de l'eau, des fontaines, des brumisateurs. Tout ça, c'est pour les espaces publics. Et puis dans les entreprises, ce qu'on pourrait dire, c'est que les entreprises ont déjà fait un grand pas sur la décade précédente, et la FEDEN en fait état dans ses statistiques. Ce qui va se passer pour les 10 prochaines années, c'est probablement donc le domestique, chez vous et chez moi. Là, on avait un pays méditerranéen, océanique comme la France, contrairement aux États-Unis, contrairement à l'Asie du Sud-Est. Bon, on n'était pas habitué à avoir des clims chez nous. C'était pas une urgence. Et puis, on n'a pas d'humidité énormément en France, heureusement. Les 10 prochaines années, très probablement, comme l'a dit M. Roger, on peut avoir un doublement, un triplement de l'équipement des ménages. Mais alors ça, c'est ce qui s'annonce, c'est ce qui va arriver. Mais vous parliez de la température à l'intérieur de nos villes et l'enjeu pour les municipalités de créer effectivement des systèmes, des zones de rafraîchissement, etc. Sauf que, M. Roger, la climatisation, elle peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on passe à côté d'un bâtiment qui est climatisé à l'intérieur et on a du chaud qui nous tombe dessus. Donc c'est l'une des contradictions inhérentes au système de froid ? Alors en fait, c'est là que effectivement, cette réflexion sur le confort en été, notamment donc le froid, doit tenir compte de l'impact direct et indirect des solutions. Donc aujourd'hui, en fait, globalement, pour donner un chiffre, on consomme 19 TWh de froid en France, dont 1 TWh est livré par des réseaux de froid dont je vais parler un peu plus longuement. Mais on voit bien d'abord que les réseaux de froid, c'est une réponse partielle, ce n'est pas la réponse totale à la problématique. Aujourd'hui, le grand vecteur de développement de la climatisation en France, ce sont ce qu'on appelle les pompes à chaleur réversibles, c'est-à-dire ce sont des pompes à chaleur qui produisent de la chaleur en été et qui produisent de la chaleur en hiver et du froid en été. Et l'inconvénient de ces systèmes, c'est que par définition, en fait, ils rejettent de la chaleur. Pour produire du froid, en fait, on rejette de la chaleur. Et on a vu apparaître progressivement dans les villes depuis maintenant plusieurs années, en fait, les créations de ce qu'on appelle des phénomènes d'îlots de chaleur, qui sont non négligeables, puisqu'on a parfois mesuré des écarts de température de plus 5 degrés dans les villes par rapport, en fait, à la campagne environnante. Donc ce qui est quand même tout à fait conséquent. Si on rajoute ce phénomène effectivement à l'élévation des températures, les problèmes de pics de chaleur vont devenir de plus en plus fréquents. Mais alors, pardon, je vous interromps. La solution, si je vous entends et que je fais une réponse ultra basique, rapide, c'est de dire coupons les clims. Voilà, c'est tout simple. Arrêtons de nous équiper, coupons les clims. Est-ce qu'il y a une alternative technologique ? Alors, non. Pour certains bâtiments, on a absolument besoin de froid. On a besoin de froid, d'ailleurs, le rappelait M. Brenac, pour des raisons sanitaires. Vous savez que lors des dernières canicules, il y a eu quand même un certain nombre de décès, notamment de personnes fragiles et âgées. Donc, en fait, ce n'est pas que du confort. Donc, je pense qu'il y a une partie de la réponse, c'est effectivement, on va devoir encadrer un tout petit peu les normes en termes de climatisation de confort, comme c'est fait d'ailleurs dans le domaine de la chaleur. Vous savez qu'en France, théoriquement, en fait, on n'a pas le droit de se chauffer à plus de 19 degrés. Pour le froid, il y aura sans doute effectivement à mettre des limites pour éviter de tomber dans les excès que l'on peut connaître dans certains pays comme les États-Unis. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ça doit s'intégrer dans une politique urbaine dont a parlé M. Brenac, c'est-à-dire rafraîchissement des villes, végétalisation des toitures, architecture, meilleure ventilation naturelle, travailler sur tous les autres aspects qui peuvent créer du rafraîchissement et pas forcément de la climatisation. Et là, je pense qu'on est un peu au début en fait de ce type de réflexion. Et puis, il y a quand même un besoin absolu quand même de climatisation de froid pour des raisons de process.
pour pouvoir travailler dans les bureaux, pour travailler dans les hôpitaux, etc. Et là, il faut trouver des solutions qui sont les plus favorables d'un point de vue environnemental. Et de ce point de vue, notamment dans les centres urbains denses, qui sont les plus d'ailleurs concernés par ces phénomènes de pic de chaleur, le réseau de froid est une solution pour plusieurs raisons. Donc, je ne sais pas si je le développe tout de suite ou si vous souhaitez qu'on l'aborde plus tard. Très rapidement, le temps file. C'est quoi la solution réseau de froid? Alors, les réseaux de froid, ils ont 3 avantages. Le premier avantage, c'est qu'on utilise des sources froides qui existent, qui ne sont pas forcément l'air ambiant. En règle générale, on n'utilise pas l'air ambiant pour faire la source froide qui va permettre de produire du froid. Donc, dans beaucoup de villes, on utilise l'eau des rivières, comme c'est le cas à Paris, l'eau de la mer, comme c'est le cas à Marseille, mais également aux endroits où on n'a pas forcément de source froide de type eau. On utilise en fait des tours de refroidissement humides, c'est-à-dire qu'en fait on utilise, c'est le principe, vous savez, de la chaussette du légionnaire, on met une canette de bière et c'est l'évaporation de l'eau qui crée effectivement le froid, et ça a beaucoup moins d'impact au niveau des pics de chaleur dans les villes. Donc ça d'un point de vue, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce sont des installations centralisées de production qui ont des coefficients de performance énergétique beaucoup plus élevés que les systèmes qui sont décentralisés. Et troisième avantage, en fait, la climatisation se fait à travers des flux dits frigorigènes. Ces flux de frigorigènes sont des gaz à effet de serre, et dans les installations industrielles qui alimentent en fait les réseaux de froid, ce sujet est suivi d'extrêmement près, et la réalité, c'est qu'on constate de très très faibles consommations de ce type de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas quand même dans les systèmes qui sont totalement décentralisés et qui sont beaucoup moins contrôlés. Pierre-Louis Breynac, la réglementation environnementale, finalement, les règles qui s'imposent aux entreprises, ça change quoi? Alors, en particulier, je vais prendre un exemple qui va un peu dans le sens aussi de M. Roger, sont ces fameux réseaux de froid. Il y a des quartiers de Paris, ou la Défense, on peut prendre aussi, où tous les bureaux ont l'obligation de se sourcer en froid et en chaleur pour l'hiver à partir de centrales qui sont dans le quartier. Et dans la région de Paris, enfin dans la ville de Paris, il y a cette obligation. On a interdiction aujourd'hui d'équiper une tour de bureau avec des climatisateurs individuels, par exemple. On est obligé de se brancher sur un service, en fait, c'est de l'eau glacée, c'est de l'eau qui arrive, qui est glacée dans une centrale qui produit du froid à 1 ou 2 kilomètres. Ça consomme un peu d'électricité. Il faut qu'on en parle aussi de la consommation d'électricité, de tout ça. Et la tour va être réfrigérée. Alors, c'est pas encore développé dans le résidentiel, mais je pense qu'il y a un axe d'avenir à faire du froid, à délivrer du froid qui a été fabriqué par une centrale dans des immeubles résidentiels. Ça, je pense que c'est une voie de progrès, même si c'est compliqué de rétrofiter ça dans un immeuble ancien. C'est pas la chose la plus simple, mais on peut imaginer. Et ça évite l'effet parabole, si vous voulez. Plutôt que d'avoir à chaque étage un petit ventilateur derrière une fenêtre côté cour, et de la même manière qu'on pourrait avoir 14 paraboles sur un seul immeuble, on va avoir une centrale qui est d'un peu plus loin et qui alimente tout un quartier. Ça, c'est formidable. On termine, le temps file trop vite, mais 30 secondes. L'enjeu justement de l'électricité, la consommation. L'enjeu est important. Si on met ça en regard, juste RTE, qui est le réseau de transport qui assure l'offre et la demande, l'équilibre entre l'offre et la demande, se projette déjà à 2030-2050. Dans leurs calculs, la climatisation, ça représente encore une part assez modeste, surtout par rapport aux véhicules électriques, à la production d'hydrogène, des choses qui vont arriver dans les 10 ou 20 prochaines années. En revanche, on parle quand même d'un doublement ou d'un triplement. Donc là, il s'agit absolument d'avoir de l'électricité d'origine renouvelable en face. Renouvelable ou bien sans carbone. C'est pour ça, on ne le dira jamais assez, mais la part d'énergie nucléaire et la part d'énergie renouvelable dans le mix électrique français, ça doit continuer à faire de l'électricité décarbonée, donc du froid en grande partie décarboné. Il ne s'agit pas de faire tourner des centrales à gaz en France quand il y a un pic de chaleur pour pouvoir faire tourner des clims. Évidemment, c'est hors de question. On serait dans l'absurdité totale. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, Daily Corner aujourd'hui. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, c'est le principe de cette rubrique dans l'émission. Et on relance cette saison avec Julie Pommelet qui est avec nous en visioconférence. C'est la cofondatrice, la présidente de Daily Corner. Bonjour. Vous l'avez créé en 2015 avec Antoine Tran-Hu. C'était quoi votre idée de départ ? Alors, notre idée de départ, c'était de
de proposer aux entreprises françaises quelque chose qu'on avait pu expérimenter, nous, à Berlin, notamment en tant que salariés, Antoine et moi, de diverses entreprises à Berlin. Donc de proposer aux entreprises d'avoir des livraisons de produits sains, bons, à mettre à disposition de leurs salariés pour qu'ils aient des pauses plus agréables pendant leur journée au travail. Donc c'est la cafette durable en quelque sorte, c'est ça ? C'est ça. C'était le remplacement des distributeurs automatiques un peu froids, dans lesquels les produits sont pas forcément très bons, sont payants. Donc voilà, remplacer ça par quelque chose de plus sympa, plus porteur de sens et de valeur pour le salarié comme pour l'entreprise. Alors l'idée, elle est bonne. Ensuite, il y a la réalisation qui a dû être forcément un peu plus compliquée. C'est quel type de produit et avec quelles exigences pour vous, j'imagine, le local, la fraîcheur, ça c'est majeur. Exactement. Alors c'est vrai qu'on a commencé, nous, par des produits très frais, puisque notre produit de base, c'était donc des livraisons de fruits frais, bio, locaux et de saison. Et donc en effet, ça demande des exigences assez fortes. C'est un produit assez compliqué à gérer en livraison. Il faut que ce soit rapidement récupéré des producteurs, puisqu'on travaille en direct avec de nombreux producteurs. Et ensuite livrer dans des bonnes conditions. Les fruits entre eux, c'est des produits qui réagissent, qui sont des produits vivants. Et donc pour que ça arrive dans un bon état, prêt à consommation dans les bureaux, c'était un challenge de départ. Et au fur et à mesure, on a étoffé notre offre avec d'autres types de produits, des produits secs comme des fruits secs, qui sont des produits qui apportent énormément d'énergie, qui aident à la concentration, à la mémoire, donc des produits très adaptés sur le lieu de travail, qui sont des très bons coupe-faim en plus. Donc voilà, un autre type d'offre qu'on a rajouté, du café également, puisqu'on met en place des machines à café et du café en grains qu'on vient livrer dans les bureaux. Des déjeuners, des produits pour les petits déjeuners. Enfin voilà, notre offre s'est étoffée au fur et à mesure des années, puisqu'on a créé la société il y a 6 ans maintenant. Et donc maintenant, c'est un panel beaucoup plus large. Oui, le titre qu'on vient d'afficher, c'est Objectif bien-être des salariés. Pour une entreprise qui travaille avec vous, son avantage, il est là. Est-ce que c'est un impact qui est mesurable ? Parce qu'on est dans le... c'est compliqué, le bien-être. Bon voilà, ça se mesure par des enquêtes avant ou après Daily Corner, par exemple ? Je suis désolée, j'ai pas très bien entendu la question. Je disais le bien-être, en fait, parce que c'est ça la promesse que vous faites à vos clients. Comment il est mesuré ? Il y a des enquêtes avant ou après Daily Corner ? Alors, le bien-être, c'est quelque chose d'assez compliqué à mesurer et c'est le résultat de plein de choses dans une entreprise. Donc, évidemment, pas uniquement un service comme Daily Corner. Nous, ce qu'on dit assez humblement, c'est que notre service, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, quelque chose de très peu coûteux par rapport à la masse salariale ou par rapport à des politiques RH de grande ampleur et qui a un impact immédiat sur les salariés. C'est vrai que nous, on fait des petites enquêtes auprès des salariés de nos clients pour savoir quelle est leur perception du service Daily Corner, qu'est-ce que ça leur apporte. Et systématiquement, voilà, on a le résultat, c'est que ça apporte du positif, un peu de bonheur, un peu de bien-être, des instants en fait de bonheur au moment où on arrive et qu'on voit des fruits frais bio qui nous attendent. Boire un bon café en entreprise, c'est pas anodin. Avoir un mauvais café d'un distributeur automatique, c'est quelque chose qui peut peser un peu sur le moral. Avoir des bonnes choses. Je vous interromps, il nous reste 30 secondes. Est-ce que ça va pas devenir même encore plus important à l'ère du télétravail, où finalement, ces moments où on sera au bureau, il va falloir qu'il dégage quelque chose de plus ? Exactement, c'est vraiment notre conviction. À l'ère du télétravail, les bureaux vont rester quelque chose d'important, mais ça va devenir encore plus important de pouvoir créer du convivial, de partager des bons moments entre collègues quand on est au bureau. C'est le moment de la sociabilisation, en fait, désormais, puisque le reste du temps, on peut être chez nous pour travailler, pour produire, mais au travail, ce sera super important d'avoir des espaces, des lieux et des choses qui vont permettre de se retrouver entre collaborateurs et de vivre des bons moments ensemble. Merci beaucoup, merci Julie Pommelet, bon vent à Daily Corner. Forcément, cette crise sanitaire, elle a impacté votre entreprise. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.